Dans le cadre de Vinapogée 2022, nous vous présentons une conférence intitulée « Vive la maturité ». Laure Gasparotto est une journaliste, écrivaine, historienne du vin et critique de vin. Elle nous fait l'honneur et l'amitié de livrer son interprétation de la maturité du vin. Elle nous parle avec son cœur de cet apogée que les amoureux du vin recherchent avec passion. Je vous remercie d'être là, d'avoir été attiré par le sujet de cette conférence. Je suis ravie qu'on me la propose pour deux raisons. La première raison, c'est que si on me propose de parler du vin mature, c'est qu'on estime que je suis dans l'état d'esprit des vins matures. Et ça me plaît beaucoup. Parce que le temps, donc on va parler du temps. Le temps, pour moi, qui suis historienne, fait partie de ma passion du vin. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse qu'on me propose cette conférence, c'est que la dernière fois que la personne qui l'a faite, la dernière fois, c'était Jacques Puiset qui l'avait tenue ici. C'était donc un grand œnologue, un ami qu'on a perdu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc j'ai une grande pensée pour lui. Je ne parlerai pas aussi bien de lui que lui du sujet, parce que c'était non seulement un grand œnologue, mais aussi un grand poète. Mais en tout cas, je vais parler de mes expériences par rapport à ce qu'est, selon moi, le vin mature. Et puis après, si vous voulez, on pourra échanger sur ce sujet. C'est d'ailleurs avec un Mission Aubryon 1955 que j'ai découvert le monde du vin quand j'avais 20 ans. Et là, donc c'est vraiment un vin mature qui m'a ouvert au monde du vin. Il s'est passé quelque chose ce jour-là de prodigieux et ma vie aurait sans doute été autrement si je n'avais pas rencontré ce vin-là. C'était au Taïwan, c'était pour mon anniversaire, des amis qui avaient fait préparer cette bouteille. Et quand je me suis retrouvée le nez dans ce verre, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Il s'est passé quelque chose en moi de profond. J'ai été bousculée par ce vin. Et alors on dit qu'il y a des vins de nez, des vins de bouche. Celui-ci, c'était les deux, mais en tout cas, le nez, c'était la première fois de ma vie que je sentais une telle complexité d'arômes que j'avais envie de parler du vin. C'était un vin, sans le goûter, qui me parlait beaucoup. Il y avait tout un bouquet, des tas de noms de fleurs, des noms de paysages. Je voyais plein de choses au fur et à mesure que je sentais ce verre. Et à chaque fois que je reprenais mon verre, il me disait quelque chose d'autre. Et alors là, voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans le monde du vin, par un vin mature, un vin de 1955. Et il avait à ce moment-là 35 ou 40 ans. Et je trouve que j'ai une chance folle de pouvoir avoir accès à cette évidence. Parce que dans les vins matures, dans ces grands vins, il y a une vraie évidence. Alors, aujourd'hui, on est tous là. Si vous êtes là, et je ne vous propose pas un atelier, puisqu'il y en a eu avant, vous avez dégusté toute la journée. Donc, en fait, c'est vraiment une réflexion que je voulais apporter sur ce qu'était le vin mature. Donc, on oppose le vin mature au vin jeune. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour moi? C'est que j'avais 20 ans et tout à coup, moi-même, je suis entrée dans l'âge adulte avec ce vin. Tout à coup, ce n'était plus un jus de fruits qu'on me proposait ou un jus simple et identifiable tout de suite, unitaire, mais une complexité. Et pour moi, le vin, c'est un monde d'adultes. Le vin mature fait donc partie du monde adulte. Or, sommes-nous, même quand nous sommes plus âgés, des adultes? Et c'est peut-être ça que la société a changé en nous depuis ces 25 dernières années, parce qu'au début des années 90, quand j'ai découvert le monde du vin, il était impensable d'ouvrir une bouteille qui avait moins de 5 ans. J'ai découvert ensuite le monde du vin en Bourgogne. Je suis journaliste et j'ai commencé à travailler, en tant qu'historienne, j'ai commencé à écrire sur l'histoire du vin pour des revues, Bourgogne aujourd'hui notamment. Et à ce moment-là, au début des années 90, il n'était même pas imaginable pour un vigneron de m'ouvrir une bouteille qui avait moins de 5 ans. Et même à ce moment-là, on ne décantait pas les vins de Bourgogne.
comme on pouvait décanter les Bordeaux. Il y avait des codes. Et en fait, ces 25 dernières années, on a assisté à une décomplexion du monde du vin. On a rendu le vin ludique, plus abordable. Et au nom de la liberté, on a condamné un peu la complexité du monde du vin. Alors, je ne suis pas du tout contre, pas être pour ou contre, simplement comment les deux mondes peuvent cohabiter. C'est-à-dire que parfois, la révolution coupe des têtes. Et avec la révolution des vins jeunes, qu'on a commencé à boire depuis... c'est surtout la notation de Parker aussi, qui a fait qu'on notait les vins sur 100 très jeunes, et on a commencé à goûter les vins de plus en plus jeunes. Et il y a eu une course aussi aux notations des vins jeunes, et tout le monde voulait goûter en primeur, etc. Et en fait, cette mode de vouloir être le premier de la jeunesse a peut-être enlevé notre goût pour les vins plus âgés. Il faut dire aussi que parallèlement, on a moins de caves chez soi. Bon, alors les Eurocaves sont entrées chez les citadins, mais le fait de ne plus avoir de cave dans les appartements fait aussi qu'on va plutôt chez le caviste acheter sa bouteille et qu'elle est bue dans la journée ou la semaine qui suit. Je crois que 80% des vins qui sont achetés chez le caviste sont bu dans la semaine qui succède l'achat. Donc, voilà. Il y a vraiment, j'ai assisté, puisque j'ai la chance d'avoir découvert le monde du vin au début des années 90, ces 25 dernières années, à la mode du vin jeune contre le vin mature. C'est aussi nos structures mentales qui ont changé. Parce que le vin mature, aller ouvrir une bouteille qui a 10 ans, qui a 20 ans, c'est aussi un lâcher-prise. Ce que j'aime aussi dans cette réflexion par rapport au vin mature, c'est qui sommes-nous par rapport au vin ? Est-ce qu'il faut accepter que le vin est vivant et qu'on joue avec lui en l'attendant. Il y a tous les âges du vin. En l'attendant, on peut le perdre comme on peut essayer d'atteindre son apogée. Alors, j'ai rapporté un livre. Ça me fait penser, j'allais oublier. J'ai apporté Meursault les Luchers 1999 que Jean-Marc Rouleau a écrit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pièce. Jean-Marc Rouleau donc, est vigneron à Meursault, il est comédien. Et il avait écrit cette pièce qu'il a jouée quelques fois. Et justement, je me souvenais qu'il y avait un passage. J'ai perdu la page. Et il y a un passage justement sur cette notion de temps. Parce que les vignerons savent ce qu'est le temps. Ils plantent la vigne, ils attendent 3, 4, 5 ans pour que le raisin arrive. Ensuite, on vinifie pour faire des vins plus ou moins de garde. Et donc, je m'étais demandé, mais qu'est-ce que Jean-Marc Rouleau a écrit dans cette pièce ? Donc, c'est un personnage qui dit « Oh, ce Luchet, il aurait plu au tonton Maurice. C'était un grand-oncle. Il aimait bien ça. Dans les années 70, il fêtait tous les jours midi avec un Coteau du Léon 21. » Alors, l'autre personnage, qui s'appelle Mon Plaisir, dit « Un 21, tous les midis ?» Et l'autre personnage répond « Oui, pendant 2 ans. À l'époque, il avait dû sentir que c'était un millésime plein de promesses. Il en avait rentré beaucoup et il disait toujours « Le 21, il faut l'attendre. » Alors Mon Plaisir répond « Et il l'a attendu ?» L'autre personnage répond « 50 ans. » Après, il est passé au 47 et il est mort avant d'entamer le 59. Mais en fait, ce que j'aime aussi, c'est que donc, un vin mature, on ne sait pas quand il va être mature. C'est ça la beauté aussi, c'est cette attente, cette recherche, ce lâcher-prise. Et donc là, tous les jours, il attendait le 21 pour savoir à quel moment il serait le meilleur. Et je trouve que c'est beau parce que c'est accepter aussi toutes les transformations que la vie propose à travers le vin. Pour revenir à mon anecdote du début, quand j'ai goûté cette Mission Brion 55, en tant qu'historienne, ce qui m'a fascinée aussi dans ce vin, c'est que j'étais tout à coup en lien avec les personnes qui avaient fait le vin. Pour moi, le vin qui a de l'histoire, on sait que c'est du patrimoine, mais surtout, c'est un patrimoine qui parle au plus profond de nos sens et
qui a une âme et qui nous renvoie aux outils technologiques avec lesquels a été fait le vin. Et c'est cet esprit qui est transmis aussi. Dans ce 55, je voyais la cave dans laquelle ça avait été fait. J'ai aussi vécu récemment, grâce à mon métier de dégustatrice pour le journal Le Monde, fait une dégustation horizontale de Château Talbot sur 100 ans. Et là, c'est vraiment l'illustration de ce que peut être un vin mature. C'était donc de 1919 à 2019. Eh bien, le 1919 était incroyablement bavard. Alors que c'était le plus vieux de la bande, il avait encore des choses à dire. Il était sur des arômes floraux, de fleurs séchées, de roses séchées. Mais il était encore vivant. Et ça, c'était magnifique parce qu'on sentait vraiment toute la délicatesse avec laquelle le vin était fait. Et puis, on a goûté comme ça 2-3 millésimes par décennie. Et on est arrivé en 1945. Et quand le 45 est arrivé, certes, je savais que c'était le 1945, un millésime quand même mythique, eh bien, il avait quelque chose d'explosif et de victorieux. Et c'était un vrai livre d'histoire de France que je parcourais en lisant, en buvant, en dégustant tous ces millésimes de Talbot. Et puis, les années 70 sont arrivées, c'était des millésimes plus minces. On avait toute l'histoire du climat aussi, de l'écologie, comment les hommes se comportent par rapport à leur environnement. Tout ça, je le ressentais dans le verre. Après, c'est sûr que quand on est dégustateur, on a l'habitude d'écouter encore plus profondément et plus précisément les vins qu'on boit. Et puis, les années 80 sont passées et en 86, là, en Talbot 86, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que tout à coup, le vin était complètement différent. Alors qu'il y avait une ligne, une typicité sur ce Talbot liée à son terroir, tout à coup, en 1986, dans le verre, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et là, il était dominé par le bois. Il était très boisé, alors qu'on était en 2020, quand on a fait cette dégustation, ou 2019. Oui, parce que j'ai goûté le 2019, il était encore en élevage. Et là, qu'est-ce qui s'est produit ? Il était évident que Château Talbot ne faisait plus le vin qu'il était, mais un vin pour plaire. Et évidemment, Robert Parker était passé par là dès 82, il avait commencé à noter, et puis on a vu en fait l'histoire de Bordeaux à travers cette dégustation. Et donc, quand on goûte des vins comme ça, quand on a eu la patience d'attendre les vins, on a un vrai voyage dans le temps, on a un apprentissage, une compréhension. Et en tant qu'historienne, j'aime j'aime comprendre les choses dans leur temps sans les juger précisément. C'est comprendre pourquoi elles sont comme ça à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est un peu révisionniste de l'histoire, on critique, tiens, c'était trop boisé, etc. Mais il faut comprendre aussi pourquoi à tel moment on l'a fait. Et grâce à la patience de certaines personnes, on peut avoir accès à ces vins et à cette histoire en particulier. Et puis 2010 est arrivé, on a goûté le Talbot 2010, et là, de nouveau, on retrouvait le Talbot des années 60-70 avec une délicatesse, une finesse. Et en fait, on sentait le départ de l'influence de Robert Parker. Mais vraiment, c'était lisible dans la dégustation. Alors, c'était une illustration, pas forcément de vin mature, mais ce que les vins matures entre eux peuvent nous apporter, c'est aussi cette histoire, ce témoignage du temps passé qui peut nous apporter tellement aussi pour produire, en tant que producteur ou en tant que dégustateur. C'est une vraie recherche esthétique, le vin mature. On peut aimer les vins très jeunes, gourmands, fruités. Et alors, mais qu'est-ce que c'est ? Tout à coup, c'est parce qu'on a envie de boire un coup et on va boire un vin qui sent la cerise, un vin qui sent la framboise, et on va se réjouir. Et c'est un peu... Alors là, je ne fais pas une conférence sur les vins nature, parce que les vins nature, souvent, c'est ce qu'on aime, c'est ce côté glouglou. Et là, j'opposerai donc les vins matures aux vins nature précisément, parce que c'est pourquoi boit-on du vin ?
l'opposition entre vin nature et vin mature renvoie à cette question fondamentale, c'est pourquoi boit-on du vin? Il y a un livre qui s'appelle comme ça, Pourquoi boit-on du vin? Et quand il est sorti il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, quel drôle de livre. Pourquoi cette question, en fait? Et j'ai compris que la question était fondamentale. Il y a 30 ou 40 ans, le vin faisait partie de notre ration alimentaire. On buvait du vin comme on mangeait du pain. Et il faisait partie de notre métabolisme et du repas. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on ne boit plus du vin pour les mêmes raisons. On boit de moins en moins de vin. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais on doit être à 60 litres par an et par personne, alors qu'on était au double il y a 20 ans. Donc on ne boit plus du vin pour les mêmes raisons. On boit du vin pour une recherche esthétique, pour le partage, pour se faire plaisir, bien sûr. C'est quand même, on boit du vin pour se faire plaisir avant tout, mais c'est toujours dans la convivialité et le partage. Et c'est un partage qui se veut esthétique, un vrai échange. Et donc, plus cet échange est riche et plus on est content. Je viens de terminer un livre qui va paraître dans quelques mois, le temps qu'il se mette en page, parce que les photos seront très belles, sur le château Rayas. Alors, château Rayas, c'est un peu la vedette de Châteauneuf, un peu l'outsider aussi de Châteauneuf-du-Pape. Et Emmanuel Reynaud m'a beaucoup appris aussi sur la notion des vins matures. C'est que d'abord, depuis cette année, en 2021, il a commercialisé ses 2011. Et maintenant, ça fait quelques années qu'il attend que ces vins aient 10 ans pour les commercialiser. Alors ça, c'est sûr qu'économiquement, il faut pouvoir le faire. Quand on est néo-vigneron, comme je le fus, j'étais bien obligée de vendre mes vins très vite. Et en fait, ce temps de mise en marché, cette préparation de mise en marché, elle tombe souvent sur le vigneron aujourd'hui, alors qu'autrefois, il y a même 20 ans, quand j'étais au Taïwan, là, au début des années 90, pour boire ma mission Brion 55, et Taïwan le fait toujours, d'ailleurs, ils ont plusieurs caves ou de maturation des vins. La restauration faisait beaucoup ce travail de garde des vins. Ils achetaient chaque année des allocations dans les grands domaines et attendaient le bon moment pour les servir à leurs clients. Malheureusement, ce n'est plus toujours le cas. Dernièrement, j'étais chez Aleno. Il y avait un Saint-Préfert que j'aime beaucoup d'ailleurs, un blanc, un Châteauneuf du Pape blanc d'Isabelle Ferrando, un 2019. C'est quand même, bon, c'était très bon. Il avait trouvé en effet des plats qui allaient bien avec, c'était des gambas accompagnés de caviar. Enfin, mais du coup, le plat prend le dessus, domine le vin. On n'est plus dans un vrai échange sur un accord mets et vins. Mais je regrette un peu que cette restauration de luxe ne fasse plus nécessairement le travail de garde des vins. Alors, je parlais d'Emmanuel Reynaud. Et donc, Emmanuel Reynaud, d'abord, c'est pour moi le vrai sens du vin. D'ailleurs, je crois que je vais appeler peut-être comme ça va peut-être s'appeler comme ça, Château Rayas, le sens du vin, parce qu'en fait, il remet le temps au centre du vin. Le temps comme paramètre œnologique aussi. Parce que quand on attend 10 ans que sa bouteille soit prête pour être commercialisée, ça signifie qu'en plus de son savoir-faire, il sait que le temps va jouer sur le goût de son vin. Il sait que les choses vont mettre ce temps-là pour se mettre en place. Il fait des vins qui ont très peu de couleur et il sait aussi que grâce au temps, le vin va pouvoir reprendre de la couleur. Et en effet, quand on goûte ces vins à maturité, on sent presque plus l'alcool, alors qu'il les vendange très très mûrs. Alors là, pour la maturité, il vendange aussi très mûr. Tout est mûr chez Emmanuel Reynaud, y compris sa vendange. Et donc, comme il fait des vendanges très très mûres, qui vont jusqu'à 16 ou 17 degrés, voire davantage, après, c'est vraiment le temps qui va faire que l'alcool va être digéré par la matière et se fondre. Donc, dans ce cas précis, le temps est un paramètre œnologique inestimable et incontournable.
Et tout est comme ça chez lui. J'espère, enfin, que si vous n'y êtes pas allé, que vous pourrez, parce que c'est quelqu'un qui, on n'ose jamais, mais si on envoie un mail, on peut être reçu aussi. Ces fûts, il n'a pas un fût qui a moins de 60 ans. Ces fûts ont 60, 80 ans. Si, il reçoit Emmanuel Reynaud. Il nous fait attendre un peu quand on a le rendez-vous, mais il reçoit. Et il est dans l'échange, au contraire. Et c'est fou parce que quand on descend dans sa cave de fûts anciens, qui ont jusqu'à 80 ans, il y a une odeur. Franchement, je sais, vous avez fait comme moi sans doute beaucoup de visites de caves, mais l'odeur de sa cave est vraiment incroyable, d'une complexité unique, parce qu'il y a un vrai échange entre le vin et le lieu de l'élevage à travers ces contenants qui ne marquent pas le vin, mais qui sont là juste pour le faire vieillir. Je voulais dire quelque chose par rapport au contenant. Bon, tant pis. Voilà, oui, je voulais juste faire un détail sur comment le 2011 a été... J'aime bien donner des petites anecdotes parce qu'après on les retient pour expliquer la maturité. Mais le 2011 a été vinifié en 2 temps pour pouvoir attendre. J'aime bien la notion de ce vigneron, c'est qu'on a une vendange qu'1 fois par an. Donc, autant en profiter. Il attend. Il se fait plaisir. Comme on se fait plaisir à écrire un livre, à le lire, à boire du vin, on peut se faire plaisir aussi à le faire. En fait, c'est vraiment un état d'esprit, ce lâcher-prise, cette acceptation du temps. Et si ce n'est pas vraiment le temps qu'on avait espéré, on va faire avec ce temps-là. Et c'est ce qu'Emmanuel Reynaud fait. En 2011, donc, ce millésime qu'il commercialise aujourd'hui, en 2011, une partie de sa vendange, la maturité s'est stoppée. Elle s'est stoppée à 9 degrés. Et donc, ce qu'il a fait, puisqu'il y en a une autre qui continuait, il a vendangé cette partie à 9 degrés, qu'il a vinifiée séparément, et il a attendu le reste de la vendange, vraiment à maturité. Il s'est fait plaisir. Pareil, on attend que les choses soient matures. La patience fait partie du vin mature. Donc cette patience, dès l'origine du vin, elle est déjà présente. Et donc il a attendu, je crois, jusqu'à fin octobre, et il le dit lui-même, il a certains grenaches qui sont allés jusqu'à 22 degrés, mais qu'il a pu vinifier à 22 degrés parce qu'il avait précisément cette même vendange de 2011 qui attendait. Il a pu après faire un assemblage entre les deux et essayer d'avoir des degrés acceptables pour nos palais. Voilà, donc en fait, c'est ce que j'aime bien dans la notion de mature, c'est que la patience, on la ressent dès l'origine, dès la production du vin, dès l'élaboration, dès sa conception. Et c'est pareil pour les livres. Quand on prend son temps pour lire, on peut imaginer aussi que l'auteur a pris son temps pour l'écrire, a raturé, revenu. Et c'est l'appréciation, c'est prendre du plaisir à apprécier. Voilà. C'est le vin mature, c'est un vin qui parle, et un vin qui me parle. Parfois, moi qui écris sur le vin, il y a des vins jeunes qui me parlent très vite, et puis ils me disent plus rien. Et par contre, je peux ouvrir un vieux sauterne, et là, tout à coup, c'est 2 pages que j'écris. Enfin, vraiment, le vin a cette capacité à faire naître les mots. C'est magique. Et parfois, on dit, mais t'as pas besoin de déguster, t'as qu'à écrire. Je dis, non, moi j'ai besoin de déguster. C'est parce que c'est le vin qui va me parler, me dire les choses, me transmettre quelque chose. Il se passe quelque chose de chimique. Pour moi, qui a appris à découvrir le vin en même temps que l'écrire, c'est vraiment lié. Et plus un vin est mature, mais plus un vin a des choses à dire. C'est comme une personne âgée a souvent plus d'histoires à raconter qu'un enfant de 5 ans. Même si l'enfant de 5 ans peut être très drôle et avoir une joie de vivre et puis une insouciance que la personne de 90 ans n'aura pas forcément. Bien que la joie de vivre, on peut l'avoir aussi à 90 ans, heureusement. Voilà. En fait,
la leçon que peut nous apprendre le vin mature, c'est quelque chose quand on marche, quand on fait le chemin de Compostelle, par exemple. On voit souvent sur le chemin de Compostelle, le chemin est plus important que le but. Et dans les vins matures aussi, c'est ce parcours qui est intéressant. Parce que, évidemment, la finalité d'un vin, c'est qu'on l'ouvre et qu'on le boive. Mais quand même, il y a toute cette attente aussi. Et quand on le boit, plus on le boit lentement, plus on l'apprécie, plus il sera long. Il aura été long avant parce qu'on l'aura attendu. Et puis je vous parle encore de ma mission Brion 55 des années plus tard. C'est qu'en fait, ce moment précis qui a été attendu, il a changé quelque chose en moi. Et des années plus tard, il est toujours là. Donc en fait, cet éphémère du vin mature dure longtemps. Et c'est ça, je trouve, cette beauté. Moi, j'adore écouter de la musique. Mais j'aime écouter de la musique au concert. Je vais souvent écouter de la musique au concert parce que pour moi, la musique doit être vivante. Alors j'écoute bien sûr la musique enregistrée, mais je préfère écouter le silence souvent parce que le silence aussi me parle. Et dans le silence, il y a quelque chose qu'on peut entendre. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et la musique vivante, c'est comme boire un verre de vin en fait. C'est parce qu'il est présent. Le vin mature est plus présent que n'importe quoi d'autre qui soit humain, ou plutôt pas n'importe quoi d'autre, mais comme un concert en fait. C'est une énergie qui se déploie devant nous, on le sent, on le regarde, on peut et on l'écoute. Voilà. Et ça se prolonge, ça fait réfléchir. En fait, le vin mature, c'est aussi un vin de méditation. C'est un vin qu'on peut ouvrir en dehors de la table, même si c'est pas très européen de dire une chose pareille, mais c'est quelque chose qui peut être apprécié pour soi-même. En Belgique, je crois que c'est la première fois en Belgique qu'on m'a proposé de boire un vin après le repas, un vin rouge devant la cheminée après le repas. Alors qu'en France, c'est encore, on est assez timide pour ouvrir un vin rouge après le repas tout seul dans le salon. Enfin, tout seul, à partager le vin, mais la bouteille seule, sans forcément manger, et qu'elle soit appréciée pour elle-même. Et peut-être qu'il y a des amateurs en Belgique. J'ai passé le Nouvel An avec des amateurs belges qui étaient assez âgés pour avoir des caves où il y avait des vins très très vieux. Et notamment, ils en avaient apporté un magnum de Mouton Rothschild 48 et un magnum de Chambertin Claude Bèze de chez Rousseau 69. Alors, mon année a bien commencé. Hein. Donc elle a vraiment commencé pour développer le sujet d'aujourd'hui. Et là, on peut dire que le 69 était à son apogée, parce qu'on peut parler de vin mature, mais pas forcément. Après, la recherche de l'apogée, c'est autre chose. Pour moi, ce 69, c'était une vraie surprise. Ce Chambertin, il était dans une harmonie parfaite. Et le Mouton 48, eh bien, il n'était même pas encore à son apogée. Il était exceptionnel, mais je pense qu'il pouvait encore le garder longtemps. C'était des magnums en plus. Mais c'est ce qui est beau dans la recherche du vin mature, c'est que comme le 21 de ce vigneron qui goûtait tous les midis, il y a eu la recherche. En fait, le 21, il l'a cherché pendant longtemps parce qu'il y a eu un jour sans doute où le 21 était meilleur qu'un autre. Ou alors, il l'a cherché tout ce temps parce que chaque jour, il avait autre chose à dire. C'est comme un personnage, en fait, un vin aussi. Et ces vins matures montrent que ce sont des grands terroirs qui vieillissent aussi. J'ai fait et parfois des terroirs insoupçonnés. J'avais écrit un livre avec Olivier Julien, La mécanique des vins. Et pour ce livre, on avait fait une dégustation, pareil, une dégustation de tous ces vins depuis 1985, son premier millésime. Et on a goûté un de ces blancs, 91, donc c'était il y a peu de temps. Et donc à l'époque, il était en vin de pays de l'Hérault. Imaginez un vin de pays de l'Hérault 91 qui était d'une pureté, d'un raffinement incroyable et surtout d'une précision. Et moi qui goûte beaucoup de vin blanc en Bourgogne, je sais que j'ai été déçue par des Meursault 91 qui étaient oxydés
Et ce vin de Pays de l'Hérault 91, blanc, il était totalement exceptionnel. Et là, c'est aussi la révélation d'un terroir. C'est que tout à coup, on se dit, mais personne, dans les années 90, n'aurait parié sur ce terroir des terrasses du Larzac. Et il a fallu des gens comme lui pour prouver, mais c'est le temps qui fait qu'on peut prouver la qualité d'un terroir. Et donc les terrasses du Larzac, alors les terrasses du Larzac sont encore pas reconnues en blanc. Elles sont reconnues en rouge depuis 2014, mais en blanc, quand on voit ce genre de vin, mais vraiment exceptionnel, qui dépasse de beaucoup de vins blancs 91, de grands vins blancs de 91, on se dit que les terrasses du Larzac blanc devraient être reconnues quand même bientôt. Mais ils sont, après, c'est une question de... Les vignerons ne sont pas d'accord sur les cépages de l'assemblage en question. Voilà, donc je ne sais pas si on a une mission, parce que pour moi ce serait, puisque je parlais de la mission Embryon, c'est vraiment ma mission, c'est vraiment d'essayer de donner accès, et bravo pour ce salon. Ce salon dans l'absolu ne devrait pas exister parce qu'on devrait toujours boire des vins matures, mais heureusement qu'il existe parce que on donne accès aux jeunes et à des gens qui n'ont pas forcément des caves, accès à ce que doit être un vin. Un vin qui parle, un vin abouti, et puis l'aboutissement aussi d'un travail. J'étais chez Jean Gonon, alors je voyage beaucoup dans les vignobles, je fais ma vie de cave en cave, et je fais un beau métier. Et la semaine dernière, j'étais à Saint-Joseph chez Jean Gonon. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Gonon, mais c'est maintenant une vedette. C'est pas si évident de trouver ses vins, parce qu'il a que, je crois, 9 ou 10 hectares. Il fait très très peu de vin. Et on goûtait son 2018, qui était très fermé. Et alors c'était amusant parce que il me disait, il y avait un restaurateur dijonnais qui était là dans la cave avec moi, et il lui disait, tu vois, là il est fermé, il va être fermé pendant 5 ans. Donc tu l'oublies 5 ans. Et dans 5 ans, tu le réouvriras. Je trouvais ça incroyable parce que le restaurateur a compris et il achetait le vin en sachant qu'il allait le garder 5 ans et le réouvrir 5 ans plus tard. Et comme ce vigneron et ce restaurateur travaillent depuis longtemps ensemble, ils ont vraiment cette confiance aussi de savoir à quel moment, quelle est la vie des vins. Et le vigneron sait mieux que quiconque la vie de son vin et ses fermetures et ses ouvertures. Parce que la vie d'un vin, c'est comme nous. Parfois, on n'a pas le moral, parfois on l'a, on ne sait pas pourquoi, on se lève le matin et on a la pêche, et puis d'autres jours non. Ben, un vin, c'est exactement pareil. Il a ses humeurs. Ça me rappelle encore autre chose, c'est qu'à Saint-Aubin, je me souviens être arrivée avec Neil Rosenthal, un importateur américain. Je le suivais pour aller voir un peu quels étaient ses fournisseurs. Et alors, en revanche, je ne me rappelle pas du nom du vigneron, mais quand on est descendu dans la cave, sur la porte de la cave, il y avait écrit « Attention, vin méchant ». Et je trouvais ça génial, parce que ça voulait dire que le vin, il était encore tout fougueux, et qu'il fallait juste le comprendre tel qu'il était aujourd'hui, mais que si on voulait qu'il s'agisse, il allait falloir attendre. Donc je trouvais ça génial de prévenir de cette façon-là la personne qui allait le boire ou devoir l'attendre. Enfin, c'est-à-dire qu'on doit dresser les vins aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il faut se dresser soi-même par rapport à ça et cette compréhension. C'est vrai que maintenant, on est dans une société où on se dit après moi le déluge, et donc on veut boire les vins qu'on achète, on veut plus les transmettre forcément. Et alors moi j'ai des enfants, je leur ai fait une cave de leur millésime, sans savoir si quand ils l'ouvriront, si le vin ne sera pas bouchonné ou passé, etc. Mais pour moi, ça fait partie de ma transmission, grâce au vin, de pouvoir transmettre l'esprit d'un temps. Et ça fait partie de la vie du vin, ce temps et ce cadeau, de voir à chaque anniversaire, de pouvoir ouvrir son millésime. Et comment le vin évolue en même temps que nous. Savoir est-ce que le vin est aussi mature que nous, est-ce qu'il nous a dépassé, est-ce qu'on l'a dépassé. C'est amusant de se mesurer aussi, de mesurer notre maturité à la maturité du vin de notre millésime. Voilà, ça c'est aussi une voie d'exploration sur les vins matures. Et voilà, c'est
c'est aussi une transmission. Le vin mature, c'est savoir oublier, savoir donner gratuitement et savoir perdre et savoir ce que c'est la gratuité. Enfin, je trouve, j'ai vécu quelque chose encore dernièrement. J'étais au mois de décembre à Vouvray, au domaine Foreau. Et là, c'est formidable parce que c'est Philippe Foreau, donc le père, qui travaille avec Vincent, son fils, et ils sont dans une complicité incroyable. Et chaque semaine, les deux dégustent tout leur vin. Ils ont beaucoup de cuvées, ils dégustent tout leur vin, et devant moi, le fils me faisait goûter à l'aveugle tous les millésimes et les crus. Et le père, on a goûté 18 bouteilles, 18 vins différents, et le père Philippe a fait un sans faute. Bon, il m'a dit qu'il n'avait pas de mérite parce qu'il le buvait toutes les semaines. Malgré tout, il avait le palais éveillé et assez raffiné pour comprendre toute la complexité de ces vins. Et à la fin, il a dit à son fils, c'est moi maintenant qui vais ouvrir une bouteille. Et là, il est allé chercher un millésime qui a surpassé tout. Et après, c'était difficile pour moi pendant 3 jours de goûter quoi que ce soit. C'était un 47. Un Vouvray de chez Foreau 47, goûté comme ça dans la cave, debout. Et il y avait dans ce geste du vigneron aussi cette transmission d'une certaine maturité. Il savait que c'était pas lui qui avait fait, c'était son grand-père qui avait fait le vin. Et en fait, il voulait me transmettre ce que son grand-père lui avait laissé. Et lui-même, donc, chaque année, garde des bouteilles pour des générations qu'il ne connaîtra pas. Et ce n'est pas grave. Et l'ego, dans ce sens-là, se perd. Et quand je parle d'ego, c'est parce que le vin, c'est le partage. Et que souvent, aujourd'hui, on goûte du vin pour offrir une étiquette, pour se faire valoir par le vin. Le vin est devenu, et je reviens à la question de tout à l'heure, pourquoi boit-on du vin ? C'est que souvent, on boit aussi du vin pour dire, voilà la valeur que tu as à mes yeux, parce que tu vois, je t'ouvre une grande bouteille, et donc je dépense beaucoup d'argent pour toi, tu vaux cette étiquette. Mais du coup, c'est plutôt l'étiquette du vin plus que le vin lui-même que l'on transmet. Et parfois, c'est pas ça le vin, enfin, en tout cas, pour moi. Et quand Philippe Foreau m'ouvre debout dans sa cave une bouteille de son grand-père de 47, c'est le moment qui compte. Et ce moment-là, c'est un moment d'une grande maturité, parce qu'on est dans une grande maturité d'humanité aussi. Et de partage, je ne le connaissais pas. Ce n'est pas parce que je suis une amie à lui qu'il l'avait ouvert. Mais c'était tout simplement parce qu'à un moment, il s'est rendu compte que j'aimais le vin, que j'aimais le vin comme il l'aime. Et donc, on était dans cet amour du vin partagé. Et donc, il est allé chercher le vin peut-être le plus à son apogée qui était dans sa cave. Celui qui pouvait m'offrir le plus. Voilà, et c'est pour ça que ce salon qui honore cet état d'esprit est extraordinaire à mes yeux. Voilà. Je raconte mes expériences, hein, mais c'est aussi accepter le vin mature, c'est accepter ses doutes aussi, accepter l'incertitude. Parce que quand on est dans un vin jeune, quand on ouvre un vin jeune, on est dans une certaine assurance. On est dans l'assurance d'un vin qu'on va savoir bon parce qu'on l'a déjà goûté, il est goulayant, on sait qu'on va se faire plaisir dans l'instantané. Et par contre, si on ouvre une bouteille un peu plus âgée, on entre dans un monde d'incertitude et de doute. Or, le doute aujourd'hui n'a plus prise sur nous, enfin, surtout en ce moment où on se sécurise de plus en plus. Et donc, en fait, honorer les vins matures, c'est aussi accepter l'insécurité. Ça, c'est vraiment une philosophie aussi. Hein. En fait, il y a quelque chose qui circule en ce moment, cette phrase de Jacques Dutronc qui dit « Je suis pour l'augmentation du goût de la vie ». Alors moi, je suis pour l'augmentation du goût du vin. C'est exactement ça, le vin mature. C'est aller dans cette complexité et aller dans des chemins inexplorés et aller toujours plus loin dans cette exploration.
Et c'est pour ça que 25 ans plus tard, je suis encore là à parler du vin, parce que c'est un monde sans fin qui nous amène toujours sur les routes. Voilà, c'est vraiment cette recherche d'un monde adulte, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le vin mature au niveau du goût? C'est aussi une onctuosité. On va pas chercher le côté ardent du vin, de la jeunesse et du fruit. On va chercher quelque chose de souple, de plus fondant. Et c'est cette souplesse aussi c'est aussi un mot comme le doute qui fait plus forcément partie de nous. La souplesse, on devient de plus en plus rigide. Et de toute façon, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le vin, c'est qu'il est un miroir. Il est un miroir de notre temps, il est un miroir de notre société, il est un miroir de nous-mêmes. On dit in vino veritas, mais c'est vrai, c'est que le vin nous renvoie à ce que notre société est. C'est-à-dire le vin devient de plus en plus ardent, mais c'est peut-être que nous le sommes aussi. À un moment, les vins blancs étaient comme des coups de trique. On devenait complètement maso, en fait, à vouloir aimer des vins tendus, comme des arcs. Alors, on est revenu un peu de cette mode. Mais voilà, il y a des modes dans les vins qui renvoient à ce que notre inconscient collectif développe. C'est aussi un miroir de l'inconscient collectif. Là, je suis en train de lire Jung en ce moment, donc je suis complètement dans les synchronicités et l'inconscient collectif. Mais en même temps, le vin est vraiment ce miroir. Enfin, en tout cas, je vous expose mon point de vue. C'est aussi un miroir pour moi-même, le vin. Quand j'ai fait du vin, j'ai fait cette expérience de faire du 4 millésimes. Je savais, au fur et à mesure que je faisais mes choix, que le vin me ressemblerait parce que c'était des choix qui me correspondaient. Et je savais que le potentiel du vin, il y avait un potentiel du raisin et du terroir, mais que c'est moi qui limiterais son potentiel, sans doute. Et ça a été le cas. Donc c'est toujours intéressant de voir comment on apprécie un vin aussi. Et le temps qu'on est capable de l'attendre. Même de l'attendre en cave, mais de l'attendre aussi à table. Parfois, on goûte trop vite aussi, parce que le vin mature, soyons matures pour apprécier le vin mature. Et le vin mature, parfois, il est fermé parce qu'il est resté enfermé dans sa bouteille pendant 50 ans, et tout à coup, il a un choc avec l'oxygène, et il ne s'ouvre pas tout de suite. Il y a des vins qui prennent du temps à s'ouvrir. Moi, j'ai une belle-mère qui a hérité d'une super cave. Elle avait des roseaux, des grands vins. Et un jour, elle me dit « j'ai ouvert 3 bouteilles, je les ai mises à l'évier. » Parce que c'était pas bon. Je dis « vous auriez dû attendre. » Et en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas l'habitude aussi. C'est qu'on perd le goût du vin mature. Parce qu'on sait plus ce que c'est. Et on se limite dans nos goûts. Et donc après, quand on a l'impression que ce n'est plus bon, mais on n'est plus capable de dire que c'est autre chose, que c'est pas forcément bon ou pas bon, mais que c'est autre chose qui se déploie et que peut-être il y a des choses à nous dire, mais qu'on ne sait pas. Quand je reviens au Rayas, par exemple, qui ressemble pas du tout à un vin. Si on voit un château Rayas dans un verre, il est très translucide, c'est rouge translucide, c'est pour moi comme un coucher de soleil, c'est très très lumineux, mais c'est pas du tout un vin noir ou sombre comme on pourrait trouver dans le Rhône par ailleurs. Gourde-Motins par exemple, c'est très noir et pourtant lui aussi il peut être mature, et on pourrait penser que le vin est raté. Et là, ça pose un autre problème justement sur faut-il des paramètres à un vin mature. Et combien de fois Emmanuel Reynaud, là, il m'a dit, ça fait 3 fois de suite qu'il risque de ne plus avoir l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Alors, quand même, c'est un des moteurs de l'appellation, et en même temps, il risque depuis 3 ans
de sortir de l'appellation parce qu'il ne fait pas partie des standards. Parce que dans le cahier des charges de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, ils ont fait entrer un paramètre qui est l'intensité colorante. Et depuis qu'ils ont fait entrer ce paramètre dans le cahier des charges, il est certain que Rayas ne rentre plus dans le cahier des charges. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en effet, les vins matures, après, se ressemblent à eux-mêmes. Et comme ce sont les seuls vins, comme il y a peu de vins qu'on a attendus, on n'a pas de référence. Comment savoir si ce vin mature est bon ou pas? Et il n'y a pas de standard, en fait. Et du coup, et là encore, ça renvoie aux dégustateurs. Qui sommes-nous? Sommes-nous assez ouverts d'esprit pour accepter qu'un vin mature soit peut-être en hors des sentiers battus et qu'il soit dans une harmonie? Parce que ce qui compte après tout, c'est quand même que c'est l'harmonie et l'équilibre du vin. C'est sa profondeur, enfin on espère, mais en tout cas qu'il soit harmonieux et équilibré. Mais pas forcément qui nous rassure en nous rappelant quelque chose qu'on a déjà bu. Et souvent, c'est ce qui nous déstabilise avec des vins matures, c'est qu'ils ne nous rappellent rien. Et on ne se laisse pas forcément emporter par cet inconnu auquel il peut nous inviter. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. Je ne sais pas, vous pouvez me poser des questions aussi, hein, si vous voulez. En plus, c'est l'heure, c'est ce qu'on me dit. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez des questions à me poser par rapport à ce sujet. Parce que j'ai pas voulu qu'on fasse de dégustation comparative, parce qu'il y a eu des ateliers pour ça. J'avais juste envie de vous transmettre, de partager avec vous des anecdotes et des pensées auxquelles me faisait penser ce sujet. Voilà, si vous voulez. Je suis sûre que j'ai encore plein de choses à dire. Il suffirait peut-être de juste me poser une question qui m'ouvrirait encore une porte. Question du public. Quand vous faites du vin, pouvez-vous vous projeter sur ce qu'il va devenir? Eh bien, c'est amusant parce que mon premier millésime, c'est 2014, et que j'ai eu une expérience avec ce vin il y a un mois, une expérience incroyable, parce que je ne l'avais pas goûté depuis très longtemps. Alors, d'abord, pour répondre à la question, non, je ne savais pas, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui pourrait devenir. Non, ça, c'était une inconnue. En revanche, j'ai fait l'expérience de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, 7 ans après, j'étais à la Cagouille, qui est le premier restaurant qui a acheté ce vin. Et ça faisait un moment que je n'étais pas allée. Et puis, il a remis le 2014 à la carte. Et on l'a goûté à l'aveugle. Et alors moi, je savais ce que c'était, mais pas la personne qui était en face. Et donc, il était totalement perdu. Parce que justement, c'était 2014 dans les terrasses du Larzac. C'était un millésime qui était frais. Pour moi, c'était génial parce que j'ai plutôt appris à faire du vin en Bourgogne. Et tout à coup, j'étais pas du sud. Et ce millésime, pour ma première vinification, c'était parfait. Et du coup, j'ai fait un vin qui était plutôt léger. Enfin, léger même dans la couleur, justement. Et donc, il y a un mois, ce 2014 était vraiment d'une couleur comme un pinot noir, en fait. Un pinot noir assez léger. Et on n'était pas du tout dans le Languedoc. Et en fait, il me restait 2000 bouteilles de ce vin. Et la personne qui était en face de moi, elle m'a dit combien il te reste de bouteilles? Je lui ai dit 2000. Elle m'a dit je veux tout. Donc là, ça a été génial parce que j'ai fait goûter le vin une fois, une bouteille, j'ai vendu 2000 bouteilles. C'est dommage, j'étais plus vigneronne. Mais ça, voilà. Et du coup, le vin, il est devenu, il a bien vieilli. En revanche, on était plutôt vers l'apogée. Je pense qu'il faut le boire d'ici 2 ans. À mon avis, sa durée de vie. Parce que le vin est vivant. C'était un Languedoc, un assemblage de Styrat, Grenache et Carignan. Et qui a bien évolué, qui est très très bon aujourd'hui, mais vraiment très bon, je dois dire, mais qui est en fin de vie. Voilà. Donc je suis contente de pouvoir l'avoir amené jusque-là. Alors il me reste un peu de 2016, c'est tout ce qui me reste. Le 2017, j'en ai plus, j'ai tout vendu. Et je sais que du coup, le 2016, qui était plus un millésime plus dense, je vais pouvoir peut-être l'attendre encore plus longtemps.
Et donc faire cette expérience de ce que je vous dis ce soir. Mais ouais, c'est une belle expérience de pouvoir soi-même, avec son propre vin, voir ce que c'est l'évolution du vin. On élève, élever, alors ça, c'est en tant que vigneronne aussi, j'ai compris ce que signifiait élever. Élever, c'est vraiment changer de niveau. Pour moi, élever, c'est monter une marche, monter 2 marches, monter 3 marches. C'est vraiment élever le vin. Et alors moi, j'avais un chai dans lequel je pouvais, au début, pas élever mon vin parce j'avais pas de structure pour garder le vin en fût. Et donc, j'ai élevé mon vin qu'en cuve inox et peu de temps. Et je l'ai regretté, et parce que j'ai compris quel était le rôle de l'élevage. Et élever, c'est évidemment pareil, c'est une question de maturité. Savoir attendre, quand un vinificateur attend 24 mois son vin avant de le mettre en bouteille, alors là, ça c'est, moi je dis chapeau, ça fait partie de la patience aussi, et de cet état d'esprit où le temps, où on tient bien compte du temps comme un paramètre œnologique. Et en Champagne, vous le savez bien, ce week-end, j'ai ouvert une bouteille de Champagne 2012, qui est un millésime en ce moment qu'on ouvre, à une amie qui ne connaît pas du tout le vin. Elle m'a dit, mais 2012, c'est pas trop vieux? J'en revenais pas qu'elle me pose cette question, parce que j'ai dit non. Et en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'en Champagne, on attend très très longtemps les vins, les bouteilles avant de les commercialiser. Ça c'est dommage, je trouve, parce que même le brut, je sais plus, c'est 24 ou 36 mois pour commercialiser une bouteille de brut. 15, oui, mais les gens attendent plutôt. Ouais. Mais ça, le consommateur lambda ne le sait pas forcément, et c'est presque dommage, parce que ça fait partie de... C'est le vinificateur qui prend sur lui une partie de la maturité, pour moi. Et l'élevage, c'est le vrai sens du vin. Ça fait partie du vrai sens du vin aussi, d'élever le vin. Et quand c'est 2 ans, 3 ans, et on ne parle pas des vins jaunes. Ouais. Mais pour moi, évidemment, un vin, si on aime les vins matures, c'est sûr que ces vins qui ont été d'abord attendus pendant si longtemps, avant la mise en bouteille, c'est sûr qu'ils sont partis pour une garde très très longue. Et on est prêt à défier le temps. J'adore ce livre d'histoire. Enfin, c'est un mystère. C'est ce qui fait la magie du vin quand même. Si le vin n'est pas une boisson comme une autre, et s'il est magique, c'est parce qu'on fait entrer le temps comme paramètre œnologique. Si on boit que des vins glouglou, on est dans une boisson lambda et on n'est plus dans cette magie. Et on passe complètement à côté du monde du vin. Enfin, en tout cas pour moi, ce que représente le monde du vin. Merci beaucoup de votre attention.